Aujourd'hui, le débat a une orientation alimentation et société. Je rappelle pour ceux qui viennent pour la première fois qu'il y a déjà eu 3 débats sur le sujet de l'alimentation. Un premier débat où, de façon très prétentieuse, nous avons expliqué qu'est-ce que c'était que bien manger. Donc, on a essayé de répondre, mais on a surtout montré qu'il y avait un équilibre alimentaire nécessaire. Mais les 2 débats suivants étaient consacrés aux relations entre l'alimentation et la santé, à la fois la mauvaise alimentation qui pouvait donner une mauvaise santé, où bien évidemment on a parlé de la surcharge pondérale et du diabète, mais on a abordé également d'autres sujets. Et le pendant de cette deuxième conférence a été, au contraire, quelles sont les alimentations qu'il faut faire devant certaines maladies. Voilà, je suis donc Olivier Boyon, je suis le président de la Fondation de l'Académie de médecine et j'ai le plaisir d'introduire le 4e débat de notre cycle consacré à l'alimentation. Alors merci à l'Académie de médecine, comme l'a souligné le professeur Villet, à son président, Patrice Tranbaoui, pour son patronage et pour son accueil dans ces magnifiques locaux. Alors, ce cycle de débat auquel nous allons assister aujourd'hui n'aurait pas été possible sans les professeurs Catherine Buffet et Gabriel Perlmutter. Et je remercie également profondément le chef très connu, notre ami Olivier Rollinger, d'avoir accepté de parrainer ce cycle. Pendant des siècles, l'homme naissait dans un endroit et mourait dans un endroit et se nourrissait d'un territoire avec beaucoup de bon sens, beaucoup d'économie, à la fois sur ce qu'il prélevait sur la nature, mais également avec quand même comme boussole, quel que soit l'endroit de la planète, c'était de faire bon pour le palais, c'est-à-dire la notion du plaisir. Et je crois que simplement depuis la révolution industrielle, on a pensé que le plaisir passait à travers le marketing de l'agro-business. Et on sait tous un peu, là, il ne s'agit pas de revenir à cette époque, mais à se poser les vraies questions sur ce qu'est déjà actuellement le bon et surtout pour nos enfants ce qu'il sera. Et donc les débats aujourd'hui vont porter sur toute cette histoire de l'alimentation, son évolution, la production alimentaire, l'évolution de l'alimentation dans la société. On est plusieurs milliards sur cette planète. Comment nourrir toute la population, l'alimentation individuelle, l'alimentation collective. Et j'espère qu'à la fin de cette série de débats, eh bien, on pourra avoir une vision globale de l'alimentation. Le goût de la viande et de la graisse apparaît très vite. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les données archéologiques sont de plus en plus précises et s'ajoutent aux gravures rupestres pour nous confirmer que les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique consommaient la viande des herbivores. Mais on trouve aussi des traces de consommation de végétaux, des graminées, des champignons, des légumineuses. Première rupture, c'est au néolithique. Au néolithique, invention de l'agriculture, vers moins 10 000 avant Jésus-Christ. On va avoir plus de végétaux et des animaux d'élevage, d'où une consommation de lait. On commence à manger un peu moins de viande. Et la deuxième rupture, encore plus importante, est une rupture religieuse. Ce sont les religions monothéistes qui ont édicté les règles en matière de pureté des aliments. Le sang est interdit. Et donc, c'est ce qui vous explique que à partir de la Torah, eh bien, il y a une cachérisation, donc on ôte le sang de la viande. Alors, bien entendu, tous ces régimes alimentaires varient selon la catégorie sociale et selon le sexe. J'ai bien entendu que vous vouliez parler de l'alimentation des femmes l'an prochain. Eh bien, les femmes étaient souvent sous-alimentées, surtout pendant les périodes de pénurie. Or, les périodes de pénurie étaient assez fréquentes à cette époque-là. On peut, si on arrive aujourd'hui avec les connaissances qu'on a, arriver à prévoir la survenue de maladies. Là, on voit celles qui arrivent maintenant et celles qui pourraient arriver après si on ne change pas le type d'alimentation. Je voulais vous remercier pour ça. Oui, merci pour cet exposé passionnant. J'avais une question, donc, avec l'évolution de l'alimentation au cours des âges, est-ce qu'il y a une relation avec la durée de vie des gens? Alors, je ne parle pas depuis le XVIIIe siècle où la médecine a fait beaucoup de progrès, mais du temps où il y avait des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, puis l'arrivée de l'agriculture, est-ce que ça a changé quelque chose dans la durée de vie des gens? Est-ce qu'on a cette information-là?
Le principal facteur de mortalité, c'était les infections. Alors, dans ce qu'il mangeait. Alors aujourd'hui, c'est vrai, l'élevage fait, et à juste titre, l'objet d'un certain nombre de controverses. On tend à dire qu'il a des impacts, au sens négatif du terme, très élevés sur l'environnement. C'est basé sur des études qu'on appelle analyse de cycle de vie, où on regarde depuis la production de l'alimentation des animaux. Donc, ça commence par du tourteau de soja qui provient de déforestation éventuellement en Amazonie. On amène en Europe. On le donne à manger à des animaux. Les animaux le mangent, le transforment, font du lait, de la viande, mais au passage, ils font des gaz à effet de serre et ils rejettent de l'azote dans le milieu qui peut faire du nitrate et des algues vertes quand on est dans des zones très denses en élevage. Et donc, l'analyse de cycle de vie, c'est ça. C'est analyser depuis toute la chaîne, du berceau à la tombe, le produit. Et on ramène ça au kilo de produit, kilo de viande, kilo de lait. On pourrait se poser des questions sur l'unité, mais c'est le kilo qui est utilisé. Et on arrive à des représentations du type de celles que vous voyez ici, où les produits animaux qui sont plus en rouge sont beaucoup plus impactants. Je vous ai mis ici les gaz à effet de serre que les produits végétaux. C'est pas qu'un peu, c'est 50 fois ou même parfois plus émetteurs de gaz à effet de serre. Dernier point, peut-être moins attendu, c'est finalement l'élevage, s'il est bien conduit, parce que c'est toujours ça qu'il faut dire, il faut qu'il soit bien conduit, il ne l'est pas forcément bien aujourd'hui, il peut conduire à réduire l'utilisation des pesticides en agriculture. Déjà 2 cartes qui vous montrent ça à l'échelle nationale. La carte verte, plus c'est vert, plus il y a de prairies permanentes dans la surface agricole. Donc, on voit bien les zones de montagne, les Pyrénées, le Massif central, l'arc alpin, et puis un peu dans l'ouest, notamment la Normandie. Et en face, la carte, c'est la carte des zones qui ne sont pas touchées par des pesticides. Plus c'est noir, moins il y a de pesticides, enfin, plus il y a de surfaces qui ne voient pas de pesticides, et plus c'est bleu clair ou blanc, moins il y a de surfaces qui ne voient pas de pesticides, donc plus il y a de surfaces qui voient des pesticides. Et vous voyez que les 2 cartes se superposent à peu près. Les zones de montagne, la Manche, sont des zones avec beaucoup de prairies permanentes et des zones où il n'y a pas beaucoup de surfaces qui reçoivent des pesticides. Donc, pour couvrir nos besoins en protéines, forcément, on va manger des aliments et je ne vous apprends rien, tous les aliments n'ont pas les mêmes teneurs en protéines. C'est ce qui est représenté ici sur le graphique de gauche avec une équivalence protéique. Les aliments les plus riches en protéines dans notre alimentation sont les viandes, les poissons et les œufs. Si on regarde les alternatives végétales qui sont les plus souvent mises en avant, c'est-à-dire souvent c'est les graines de légumineuses, on voit que globalement, pour arriver à un apport en protéines équivalent, il va falloir manger par exemple beaucoup plus de lentilles qu'un morceau de viande. Alors, il ne suffit pas que les protéines soient présentes dans les aliments, il faut aussi qu'elles soient assimilables par l'organisme. Et là, on touche aux notions de biodisponibilité. La biodisponibilité, ça va être la fraction des acides aminés qui sont constitutifs des protéines alimentaires qui vont arriver finalement à la cible métabolique. Par exemple, ça peut être la synthèse protéique musculaire. Alors, cette biodisponibilité, elle est en grande partie déterminée en fait par la digestibilité des protéines. Et donc la digestibilité essentiellement dans l'intestin grêle qui est le site en fait d'absorption des acides aminés. Au-delà de l'aspect quantitatif, il y a l'aspect qualitatif dans la couverture des besoins et un apport protéique de qualité, il doit permettre de couvrir l'ensemble des besoins en acides aminés indispensables. Alors, les acides aminés indispensables, c'est les acides aminés que notre organisme n'est pas capable de synthétiser et qu'il faut absolument qu'on trouve dans notre alimentation. Et si un des acides aminés indispensables est absent de l'alimentation ou en quantité insuffisante, en fait, la synthèse protéique au niveau corporel va être limitée au niveau de cet acide aminé, qu'on va appeler d'ailleurs l'acide aminé limitant. Et en fait, tous les autres acides aminés vont être apportés en excès puisqu'ils ne vont pas pouvoir être utilisés et donc ils vont être dégradés. Et on voit que ça va pénaliser l'efficacité d'utilisation des protéines alimentaires. Donc à partir de là, on s'est fixé 2 objectifs dans un projet qu'on a appelé Mini-Prot.
qui est de déterminer l'apport minimum en protéines, alors théorique, puisque ça reste des simulations, pour atteindre l'ensemble des recommandations nutritionnelles. Et puis, dans un second temps, d'évaluer l'impact sur différents critères, dont le critère environnemental, d'une réduction de la part de protéines animales dans une diète parfaite sur le plan nutritionnel. On a vu qu'il était théoriquement possible de respecter toutes les recommandations nutritionnelles sans augmenter le coût, tout en étant sous la recommandation en protéines, à l'exception des femmes de moins de 50 ans. Ensuite, que la part de protéines animales la plus faible, compatible avec les recommandations nutritionnelles, et en prenant en compte certains aspects d'acceptabilité variés entre les populations. Donc, on avait entre 50 et 55% chez les femmes, et chez les hommes, on avait 45% chez les moins de 65 ans et 60% chez les plus de 65 ans. On a pu voir, grâce à cette dernière modélisation, une baisse des viandes, œufs, poissons, qui était plus marquée chez les hommes, et une baisse des produits sucrés également, compensée par une augmentation des féculents. Alors, c'était surtout des féculents non raffinés, et puis par une augmentation des fruits et légumes. Alors, une petite limite des modèles qu'on a utilisés, c'est le manque de réalisme en termes de coproduction, parce que, par exemple, certains modèles aimaient bien le foie, tout en réduisant le bœuf, par exemple, la viande de bœuf. Donc, on peut difficilement imaginer qu'on puisse augmenter notre consommation de foie tout en réduisant la quantité de steak de bœuf. On a aussi d'autres paramètres qui pourraient être pris en compte pour prendre en compte ces liens de coproduction entre aliments. Et puis, on a vu que les bénéfices environnementaux étaient assez mitigés, notamment au regard de la biodiversité et de l'eau. Comme disait le professeur, on a l'impression que l'élevage, c'est les prairies. Je trouve qu'on connaît quand même les conséquences collatérales de ce qui se passe en Bretagne. On pourrait nourrir 22 millions de personnes. Nous sommes 3,5 millions en Bretagne. Et cette concentration en particulier, on n'a pas parlé des rejets, des nitrates. On sait ce qui se passe. Si on pouvait nourrir effectivement les vaches demain pour qu'elles produisent moins de d'état, non pas avec des algues rouges, mais avec des algues vertes, ça irait sûrement mieux. On peut tout inventer. On n'a pas parlé de la maltraitance animale. On n'a pas parlé non plus du taux d'ammoniac dans l'air en Bretagne. Vous voyez, donc, c'est surtout, moi, je serais le premier parce que d'abord, en tant que cuisinier, à vouloir toujours de belles viandes en France, mais il ne faut pas non plus se cacher derrière des réalités de vrais problèmes liés à l'élevage et à la consommation de viande en France. Alors, sur le cas de la Bretagne, on ne va pas refaire l'histoire, mais le fait que l'élevage se soit concentré en Bretagne, c'est des raisons économiques, c'est de l'économie d'échelle un peu, mais c'est surtout de l'économie d'agglomération. Et c'est le fait de concentrer la production d'aliments, la production d'animal, l'abattage des animaux, leur transformation sur un territoire qui fait que la filière est efficiente. Ce qu'il est essentiel pour comprendre pourquoi il y a tant d'infox sur les additifs, c'est de bien différencier le danger et le risque. Les journalistes les utilisent en synonyme, les faiseurs de peur aussi. Alors, le danger en toxicologie alimentaire, c'est la propriété d'une substance contenue dans un aliment de présenter un effet toxique. Danger, effet toxique. Et le cirque identifie les dangers, je vous demande de bien retenir. Le risque, c'est la probabilité d'être exposé à une substance qui présente un danger, un effet toxique via un aliment, à une dose suffisamment élevée pour que cet effet toxique s'exprime. Alors, pour être autorisé dans l'Union européenne, puisqu'on est en réglementation européenne, il faut qu'il y ait une évaluation du risque. L'évaluation du risque, c'est l'Autorité européenne de sécurité alimentaire qui est basée à Parme, que l'on appelle l'EFSA, qui est en charge, et il y a 4 étapes qui vous sont résumées ici. On va regarder l'effet cancérogène ou cancérigène, les deux se disent. Comment on va faire? Première étape, on va regarder si la substance a un effet sur l'ADN. Est-ce qu'elle induit des mutations? Est-ce qu'elle induit des cassures de chromosomes, etc. Si jamais cet effet est observé, elle sera toujours refusée. C'est systématique. Donc, c'est
premier essai à faire quand on fait une étude toxicologique, parce qu'on considère qu'elle va induire un cancer, quelle que soit la dose. Quelle que soit la dose. On fait des études de cancérogénèse sur 2 ans chez le rat à la souris pour étudier l'augmentation de l'incidence des tumeurs. Des études sur la reproduction, 1 ou 2 générations, des études sur la gestation. Alors, les protocoles utilisés sont des protocoles extrêmement bien définis au niveau international et qui sont gérés par l'OCDE et régulièrement mis à jour. Et puis, c'est impossible d'utiliser des études in vitro, sauf pour la génotox, puisqu'on est incapable de faire la correspondance entre une concentration et une dose exprimée par kilo de poids corporel par jour. On est très rassuré sur l'exposé je trouve, quant à la sécurité des additifs alimentaires. Se posent certaines questions sur le dernier papier qui a été cité de Benoît Chassin sur les additifs alimentaires. En fait, ce sont les émulsifiants. Il y a des papiers qui ont été faits dans des modèles animaux au meilleur niveau scientifique, et c'est la première extrapolation à l'homme qui a été faite sur la toxicité sur le microbiote intestinal de certains émulsifiants qui favorisent chez l'animal la survenue de colites inflammatoires, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. Et ça, c'est la première étude chez l'homme. Donc, le but du papier n'est pas de dire il faut pas les mettre, c'est de poser la question, est-ce qu'avec les connaissances scientifiques en 2022, il faut continuer ou il ne faut pas continuer, ou essayer de trouver des alternatives. Quant aux nitrites, voilà, moi je voudrais faire référence, je ne suis pas du tout toxicologue, mais les nitrites donnent des nitrosamines qui sont potentiellement toxiques. Les études épidémiologiques, il faut toute une vie pour les faire, elles vont commencer à arriver par d'autres invités qui ont eu lieu lors des précédents débats. Je ne sais pas si c'est toxique ou pas chez l'homme. La question doit être posée. Le sens, la signification et les sensations auxquelles nous sommes confrontés lorsque nous sommes face à soit les produits naturels bruts, soit les produits qui ont été préparés par les cuisiniers, eh bien, on les retrouve également sous un autre éminent praticien, Alain Soderens, qui disait on mange autant de mythes que de calories. Donc il y a là un équilibre entre le savant qui va travailler dans son laboratoire et le cuisinier qui joue de la musique avec sa mandoline et devant son piano face à cette multitude de produits. J'évoque bien évidemment un personnage absolument extraordinaire qui est Antonin Carême, qui a exaucé le travail des cuisiniers au rang d'une activité artistique, tout simplement parce qu'il était devenu un sculpteur des produits alimentaires pour engendrer un plaisir sublime, que l'on va retrouver aussi, bien évidemment, dans toute une génération de cuisiniers actuels. Il se trouve que je me suis penché pendant près de 15 ans avec une des plus grandes sociétés, sinon la première société de restauration collective en France et en Europe. Et parce que je pensais que c'était important, non pas d'afficher une notoriété, mais de faire un vrai travail de fond sur les taux de sel, sur le sucre, sur les graisses saturées, sur cette chose-là. Je vous expliquerai après pourquoi finalement, même en essayant d'y travailler 15 ans, et malgré la qualité des personnes qui peuvent se trouver dans ces grandes sociétés, il y a un coup près qui tombe, qui est la rentabilité et ce que l'on doit verser aux actionnaires. Donc la qualité, elle est difficilement atteignable, quels que soient les efforts des uns et des autres dans ces grosses structures. Et si on pouvait se réconcilier sur le fait de soutenir le monde paysan et agricole,
qu'il y a un lien direct entre, évidemment, la restauration collective des différents endroits et le monde agricole local, qu'il y a une vraie prise de conscience sur ces notions environnementales, sociétales, économiques, sanitaires, mais également éthiques. C'est-à-dire que c'est pas... et à chaque fois, avec la notion de plaisir et de faire bon. Il y a 3 choses nous sommes obligés de faire par jour, c'est de respirer, s'hydrater et s'alimenter. Et ces 3 sujets-là, c'est 3 sujets qui touchent l'écologie. Pourquoi? Pour sauver l'humain. Si l'air est irrespirable, si l'eau est imbuvable, et évidemment si l'alimentation n'est pas recevable pour avoir justement, pour pouvoir être en bonne santé le plus longtemps possible. Sur la thématique de Sodexo aujourd'hui face à ces thématiques d'alimentation durable et comment nourrir correctement, M. Bellon, qui a fondé donc Sodexo en 1966, avait déjà, dans notre vocation, dit qu'il souhaitait améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs, de nos clients, nos consommateurs et de contribuer au développement économique, social, environnemental des communautés, pays et régions où nous nous présentons. Et dans notre politique, effectivement, RSE, on voit bien que les choix de vie sains à encourager toute la thématique du développement local ou de la thématique de l'utilisation durable des ressources est au cœur de nos préoccupations. Alors pour moi, société de restauration, ce n'est pas société de restauration face au reste du monde, c'est ensemble, de façon partenariale. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Olivier Rollinger. Aujourd'hui, on a besoin de politiques publiques. Aujourd'hui, les sociétés de restauration et la restauration collective n'a pu avancer que parce que les politiques publiques ont poussé vers certains sujets et parce qu'on a été poussé aussi par nos consommateurs. Nos consommateurs, nos clients décideurs et les politiques publiques nous font avancer. Et la Dordogne, donc précurseur du 100% fait maison, bio, local et certifié. Moi, j'ai quitté l'éducation nationale pour revenir dans une école d'un petit village où il y avait 150 repas et où j'ai fait la première école 100% bio de France il y a plus de 15 ans. Et suite à ça, le président du département de la Dordogne est venu me chercher pour faire les 35 collèges. Donc, on a fait le premier collège il y a 4 ans, le deuxième, le troisième, et puis là, on va en avoir fait une dizaine d'ici le printemps. Alors, on a travaillé ça, mais grâce aussi à ce réseau qui a été créé par l'État et le collectif Les Pieds dans le Plat, c'est après, mais on a créé ce réseau suite après le Grenelle où on nous avait rassemblés, cuisiniers, diététiciens, pour mettre ces 20% de bio au moment du Grenelle de l'environnement. Et donc, ça a fait une force, c'est de rassembler des compétences diététiques, mais des cuisiniers qui étaient là sur le territoire, qui avaient déjà avancé depuis très longtemps sur du fait maison dans cette restauration collective où normalement on fait à manger au pays des droits de l'homme, comme le signalait Olivier Rollinger. Et donc, tous les diététiciens du département ont travaillé sur un plan alimentaire, mais un plan alimentaire qui s'adapte à un territoire. Et le plan alimentaire, il ne peut pas s'adapter à toute la France. Il faut, territoire par territoire, adapter le plan alimentaire. Dans le rééquilibrage nécessaire protéines animales, protéines végétales, tout de suite, on en vient au plat végétarien, donc ce qui de fait braque un certain nombre de personnes, à commencer par des éleveurs probablement. Et je me demande pourquoi on ne réfléchit pas la portion, revenir sur les plats traditionnels, mais simplement en remettant des proportions beaucoup plus raisonnables que ce qu'elles sont devenues parfois. En fait, ce qui est demandé dans la loi Egalim, c'est de développer les plans pluriannuels de diversification des protéines. Et dans cette thématique plan pluriannuel de diversification des protéines, c'est effectivement de voir ce qu'on peut faire pour mettre un peu plus, par exemple, de légumineuses, parce que c'est carrément une famille qui est souvent oubliée, mais c'est surtout justement de travailler sur la protéine animale, sur la qualité de la protéine animale, sur les grammages, de réfléchir autrement. Parce qu'effectivement, on peut très bien avoir un plat avec de la protéine animale, mais en plus petite quantité.
Alors, pourquoi on s'intéresse à l'entomophagie? Pourquoi ce fameux rapport de la FAO en 2013? Tout simplement parce que la population mondiale est estimée à environ 9 milliards en 2050, ce qui augmenterait, d'après des prévisions, une augmentation de 70% de la production agricole mondiale. Alors là, on raisonne bien au niveau mondial, alors que les ressources se raréfient. Donc, face à ce constat, si on prend ce qui est accessible dans le monde, on voit que les insectes, en tout cas pour les insectes, il y a 1900 espèces comestibles dans le monde, donc ils pourraient constituer une alternative nutritionnelle, écologique et économique durable face aux protéines animales conventionnelles. Parmi les insectes les plus consommés, on trouve les scarabées, les chenilles, les abeilles, les guêpes, les fourmis. Il faut savoir que dans un territoire comme la Réunion, par exemple, on mange des larves de guêpes. Donc, c'est quelque chose qui est déjà connu, même dans des territoires français. Mais là, le défi, c'est de convaincre une culture qui est à la base insectophobique de la légitimité de cette source de nourriture. Donc, pour conclure, ces différentes études et celles qui vont se poursuivre permettent de mettre en exergue déjà les freins et motivations liées à la consommation d'insectes. Et là, on voit bien qu'il va falloir privilégier l'introduction sous forme transformée pour réduire le dégoût, mais aussi mettre en place des ateliers de découverte gustative pour démystifier la consommation d'insectes et favoriser les essais gustatifs. Renseigner les fabricants sur les produits à concevoir, sur la manière de communiquer aussi sur ces produits. Donc là, on fait pas mal de tests actuellement sur le plan au niveau des packaging, donc qui vont essayer d'être beaux et informationnels pour faire accepter bien sûr les insectes comme culturellement comestibles en France. Nous sommes en train de commencer une nouvelle période historique qui, comme vous savez, il s'appelle la transition écologique. Et dans la transition écologique, les rapports entre nourriture, santé et environnement, ils deviennent un rapport très, très important. Dans les derniers 50 ans, l'humanité a proposé de nouveaux modèles alimentaires et de consommation. Cette réalité montre un système alimentaire qui a produit 3 niveaux différents de malnutrition. Nous allons vivre un moment historique où 3 niveaux de malnutrition sont la démonstration vraie que ce système alimentaire mondial ne fonctionne pas. Les mots historiques du mouvement Slow Food qui respecte à la qualité de la nourriture, il dit que la qualité il doit être bonne, propre et juste pour respecter la qualité du plaisir de manger, mais dans le même temps de respecter les environnements et garantir la justice sociale. Il peut devenir une concrète formule de changement politique. Il peut favoriser une nouvelle alliance entre hommes et femmes, entre paysans, médecins, cuisiniers, artisans de la nourriture et citoyens. J'aime parler des citoyens, pas des consommateurs. On sait que la tâche est rude, pas simple, mais dans des moments difficiles comme nous vivons actuellement, qui est un vilain virus, ne jamais oublier que la première maladie que nous n'avons toujours pas éradiquée est celle de la faim.